Japon fait-moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir on se retrouve avec un épisode spécial horreur à la montagne. Saviez-vous que les histoires d'horreur sur le thème de la montagne sont les plus nombreuses dans le Kaidan ? Dans cet épisode, je vais vous raconter le récit de créatures vivant dans les montagnes reculées du Japon. Épisode 24. Agaribito. Premier témoignage anonyme sur la plateforme 2chan. Lorsque vous allez à la montagne, vous vous sentez libre et rafraîchi, n'est-ce pas ? C'est parce que vous êtes sur le point de franchir une frontière. Les personnes qui sont constamment protégées par des villes, des villages et d'autres structures construites par l'homme ont tendance à être plus stables selon les normes érigées par la société. Même si cela fait du bien, on ne fait pas d'étirements ou de respiration profonde en pleine ville, ça ne se fait pas. S'il y a des objets fabriqués par l'homme, les gens peuvent se débrouiller pour survivre dans cette nature, mais pas dans la nature à 100%, celle où l'on ne trouve rien du fait de l'homme. Les gens deviennent fous ou redeviennent des animaux. Si vous vous perdez en pleine montagne, la pire chose qui pourrait vous arriver, c'est de vous mettre à penser que les secours ne viendront pas et que vous en mourrez. C'est une chose naturelle pour un animal, mais pas pour un être humain. Comme la carbonatation du soda qui s'estompe progressivement, le bon sens et la morale que vous avez acquis en société disparaissent peu à peu. Si vous mourrez à ce moment-là, ça serait la meilleure chose qui puisse vous arriver. Mais si vous restez en vie, dans cet état mental, si vous voyez par hasard une personne complètement nue sur une montagne qui est non occupée par des humains, fuyez. Ma grand-mère les appelait les Agaribito. Là où vit ma grand-mère, l'Agaribito est reconnu comme un dieu. Je pense que certaines personnes portées disparues dans le cadre d'affaires non résolues pourraient en être. Ma grand-mère dit que les citadins deviennent violents, qu'ils dépriment et se suicident. Ou bien, vous savez, parfois on voit des gens qui font des bruits bizarres ou qui se battent dans les transports en commun. Les Agaribito ne sont pas ce genre de personnes, ils sont plus calmes. Peut-être parce qu'il s'agit de la transition entre le monde des humains et le monde de la nature. Bien, je vais commencer par vous raconter un événement qui m'est arrivé. Ma grand-mère est originaire du Kyushu et son nom de famille est Koga. Koga est l'un des noms de famille les plus répandus dans cette région. C'est une histoire qui remonte à l'époque où j'étais au collège. Je faisais de la pêche au leurre, dans un ruisseau de montagne situé à proximité de la maison de ma grand-mère. Lorsque j'étais en visite chez elle, il n'y avait rien d'autre à faire que de faire des parties de pêche. Et vraiment, ça m'ennuyait. Alors un jour, j'ai lancé mon skeleton préféré, c'est-à-dire la fausse partie qui ressemble à un petit poisson et qui est attachée à la pointe du leurre, aussi fort que j'ai pu. Et c'était devenu mon nouveau jeu. Après m'être amusé ainsi pendant un certain temps, le skeleton s'était envolé dans les bois, de l'autre côté de la rivière. Maintenant que j'y repense, cette rivière était la limite dont parlait ma grand-mère. Quoi qu'il en soit, j'ai traversé la rivière pour passer de l'autre côté. Et j'ai cherché le skeleton. À l'époque, mon argent de poche était de 1000 yens par mois, c'est-à-dire 8 €. Alors pour moi, un leurre de 2000 yens, ça représentait un trésor. Je crois que j'ai erré dans les bois pendant au moins 1 heure. Et rien, je ne l'avais pas retrouvé. Soudain, j'ai entendu le bruit de branches qui craquaient derrière moi. Pour une raison que j'ignore, je ne craignais pas qu'il s'agisse d'un ours ou d'un autre animal sauvage. Je pensais plutôt à mon père ou ma grand-mère qui étaient venus me chercher. Je me suis retournée et j'ai vu une personne qui se tenait là, entièrement nue. En temps normal, j'aurais été surpris de voir une personne nue en ville.
mais il s'agissait d'une zone très rurale. Alors je me suis dit que c'était peut-être normal. Il venait probablement de se baigner dans la rivière. Je ne pouvais pas juste ignorer cette personne. Alors j'engageai la conversation. « Bonjour ». Il sourit et me regarda. Je me dis que ça ne devait pas être une mauvaise personne. Je me suis même dit qu'il pourrait peut-être m'aider à trouver mon leurre. Alors j'ai dit « Mon leurre est quelque part par là. Est-ce que vous l'avez vu ?» Il s'approcha de moi et dit « Il se mit à marcher et à courir autour de moi, en émettant des sons étranges. Et il souleva un rocher. Je pensais qu'il cherchait le leurre en dessous. Alors je dis avec un petit rire « Non, non, c'est impossible qu'il soit en dessous. » Il émit encore un de ces sons étranges et il sourit et lança le rocher vers moi. Il m'aura fallu environ 2 secondes pour comprendre la signification du rocher qui frôlait ma tête. Les yeux de la personne étaient vitreux. J'ai eu très peur. Je m'apprêtais à partir, puis il émit un son étrange comme un « Ya ». Je pouvais entendre les mêmes voix, non pas d'une seule personne, mais de plusieurs. On aurait dit que de nombreuses personnes se rassemblaient ici. Et les bruits de branches qui craquaient étaient encore plus forts, plus nombreux. Ah ! C'est le son qui sortit de ma bouche. Je courais dans tous les sens. Mais je n'arrivais plus à me repérer. Je ne savais plus d'où je venais et où j'allais. Je tremblais quand j'ai vu quelque chose briller au loin. C'était mon squeletton. J'ai tracé la ligne du leurre jusqu'à la rivière et je suis rentrée chez moi, totalement trempée. J'ai raconté à ma grand-mère ce qui s'était passé et elle me dit « Mon garçon, c'était Agalibito. Agalibito est un homme qui est monté dans la montagne et qui retourna à la nature, tout comme les sangliers sont descendus de la montagne et sont devenus des porcs pour être mangés par l'homme. Mais la différence des animaux qui sont dans la nature depuis leur naissance, ils ont maintenant la sagesse des humains et le pouvoir de la montagne. En d'autres termes, ils sont comme des dieux parce qu'ils ont un rang supérieur à celui des humains. Elle m'a également dit que je ne devais plus y aller car certaines personnes de cette région croient vraiment en Agalibito. Ils vivent dans les montagnes. Mais les personnes qui n'ont pas fini leur transition sont des demi-Agalibito et continuent à traîner parfois à la frontière. Tu as été chanceux de n'avoir rencontré qu'un demi-Agalibito, car le vrai est encore plus effrayant. Que se passe-t-il si j'en vois un complet ? Lui ai-je demandé. Elle m'a simplement répondu. Ils vont juste, Agado, monter. Aujourd'hui encore, il m'arrive d'entendre derrière moi le bruit d'une branche qui se casse et le son étrange du demi-Agalibito. Et j'en ai la chair de poule. Deuxième témoignage du même anonyme quelques années plus tard. Après son premier témoignage, il a rendu visite à sa grand-mère pour en savoir plus sur les Agalibito. Voici l'histoire de sa grand-mère. Agalibito. Les gens d'ici les appellent Agalisan. Mais ils ne sont pas dangereux. Des villageois pensent que ce sont des êtres humains. Comme toi, j'ai vu un Agalisan une fois lorsque j'étais encore jeune, très jeune. La guerre était presque terminée et le village était rempli d'enfants qui avaient été évacués de la ville. Le terrain de l'école primaire avait été transformé en champ pour faire pousser des pommes de terre et des radis, car il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Les champs étaient labourés par des enfants de la ville qui n'avaient jamais touché un mûrier auparavant. À l'époque, grand-mère était encore écolière. Elle avait pitié d'eux, alors elle leur donnait de l'huile de foie, des morceaux de sucre et d'autres choses à manger.
On leur avait dit qu'il y avait de la nourriture en abondance, qu'ils seraient en sécurité ici dans le village, mais en réalité ils ont dû travailler dans des champs et dormir sur des literies couvertes de poux. Les enfants perdaient beaucoup de poids. Ils faisaient vraiment peine à voir. Une nuit, certains de ces enfants s'étaient échappés de leur maison. Ils avaient volé des légumes dans les champs et s'étaient enfuis vers la montagne. Un groupe de recherche avait été formé et ma grand-mère en faisait partie. C'était sombre et effrayant. Il y avait des ours et d'autres animaux. Mais à un moment, ma grand-mère eut très faim. Alors elle s'est délibérément séparée du groupe pour chercher du jinonjo. C'est une sorte de pomme de terre qui vient généralement des montagnes. Elle en trouva sur le bord de la route, les lava dans la rivière et se mit à les manger crus. Lorsque soudain elle entendit des voix s'approcher. Grand-mère se précipita près de la route et se cacha derrière un arbre. Elle tremblait de peur. Que penserait sa famille s'il la trouvait dans cette situation? Alors qu'elle continuait à se cacher, elle entendit quelque chose qui ressemblait à un chant. Elle vit quelques silhouettes qui marchaient tout en chantant, quelque chose de très lent, comme un poème. Mais le groupe ne faisait manifestement pas partie de l'équipe de recherche du village. Les hommes et les femmes étaient tous nus. Leurs yeux vides et leur corps quelque peu dodus, contrairement à ceux des villageois. Elle vit alors des enfants qui, eux, étaient vêtus. Ces enfants qui marchaient d'un pas chancelant à leur côté étaient les enfants évacués qui avaient disparu. Grand-mère eut peur. Mais ces gens venaient peut-être du village voisin qui se trouvait de l'autre côté de la rivière. Alors malgré sa peur, elle décida de suivre le groupe. Elle voulait sauver les enfants. Mais ils étaient entourés par le groupe de personnes nues et elle ne pouvait rien faire. Heureusement, la lune apparut et elle peut continuer à les suivre. Mais elle s'inquiéta de rentrer chez elle saine et sauve. Après avoir marché pendant un certain temps, le groupe s'arrêta à un endroit dégagé dans la forêt. Grand-mère observait de loin. Et le groupe commença à se rassembler autour d'une masse sombre, informe. Au bout d'un moment, la masse sombre se mit à bouger et à se lever. Elle avait la forme d'une personne, mais inhabituelle. Le haut du corps de la masse noire avait la forme du bossu de Notre-Dame, avec un long cou, de longs bras et de longues jambes. Il se déplaçait comme une marionnette. Les pieds ne touchaient pas le sol. Elle était tellement effrayée qu'elle en pleurait. Cette créature noire se mit à chanter quelque chose de poétique. Grand-mère tremblait d'angoisse en l'écoutant. Et le groupe de personnes se mit à chanter avec la créature noire. Lorsque les voix s'unirent, elles sonnèrent comme des cornemuses. Le groupe continuait de chanter en fixant l'air. Puis ils s'arrêtèrent de chanter lorsque la créature noire se pencha sur le sol. Les femmes et les hommes déshabillèrent les enfants et les guidèrent jusqu'à la créature. Elle dit quelque chose, puis le groupe se dispersa à nouveau en emmenant les enfants avec eux, et tout cela en chantant. Grand-mère voulait s'enfuir, mais elle était trop effrayée pour bouger de là. Elle sentait intuitivement qu'elle devait s'enfuir, mais elle ne pouvait ni bouger ni parler. Elle était tellement bouleversée qu'elle pensait qu'elle serait écrasée comme une pierre si elle ne levait pas le petit doigt ou ne criait pas. Alors elle a essayé de crier de manière inconsidérée. Après avoir essayé pendant un certain temps, une voix semblable à celle d'un moustique est sortie du fond de sa gorge. « Ah !» Elle sentit alors la masse noire s'approcher d'elle et la regarder. Grand-mère se sentit faillir. Dans sa tête, les yeux du Yagalibito, que j'avais vu moi-même il y a bien si longtemps, étaient parfaitement visibles. Oshimai. Bien, j'espère que cette histoire vous a plu, mais attendez,
Restez encore quelques minutes car j'ai quelques informations supplémentaires à vous donner sur ces histoires. Alors, après avoir eu le témoignage de sa grand-mère, il avait expliqué sur Stuchan qu'il avait obtenu les coordonnées d'une personne spécialisée dans l'étude des contes populaires japonais. Donc, il espérait pouvoir interviewer cette personne et avoir plus d'informations sur le sujet. Il avait également mentionné qu'il s'était fait voler sa voiture et que sa boîte aux lettres avait été forcée. Et puis après ça, plus aucun autre poste, plus aucune nouvelle de cette personne. On ne sait pas si tout ça pourrait être en lien avec les Agalibito. Peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ces histoires soient révélées au public. Et il y a d'ailleurs plusieurs théories sur l'origine de l'Agalibito. Et vous verrez, elles sont très intéressantes. La première théorie est en lien avec le peuple Sanka. Jusque dans les années 1960, il existait au Japon un peuple de montagnards appelé Sanka, qui vivaient de ruisseau en ruisseau, dans des tentes temporaires. Ils étaient autosuffisants, mais gagnaient parfois de l'argent en vendant de l'artisanat aux habitants des villages. Au cours de la période Showa, 1926-1989, de nombreux montagnards sont descendus des montagnes dans les villages et ont acquis la nationalité japonaise. Cependant, bien qu'il ne s'agisse que d'une légende urbaine, certaines personnes affirment que des Sanka existent encore aujourd'hui. On dit qu'ils sont très stricts sur le maintien du secret et que les traîtres sont violemment traités. Il est possible que les Sanka aient subi une transformation moderne et sont désormais connus sous le nom d'Agalibito. L'autre théorie serait que les Agalibito sont en fait des personnes qui auraient été abandonnées dans les montagnes. Dans de nombreux villages japonais, on pratiquait autrefois le kuchibelashi. Lorsqu'ils étaient trop pauvres et donc qu'ils ne pouvaient plus élever leurs enfants ou s'occuper des personnes âgées, ils se rendaient dans les montagnes et les abandonnaient. Bien sûr, la famille ne le faisait pas avec plaisir. Elle savait que ce qu'elle faisait était très cruel. Alors elle essayait de se justifier en disant que leurs enfants et les personnes âgées qui avaient été abandonnées avaient reçu la bénédiction du dieu de la montagne et qu'ils étaient devenus divins. Les abandonnés, quant à eux, en voulaient aux gens et tentèrent de les attaquer. Mais les villageois n'ont pas riposté car les abandonnés avaient été bénis par le dieu de la montagne. Ces personnes abandonnées ont été progressivement appelées Tataribito, dont le son s'est transformé en Agalibito. Et voilà pour les Agalibito. Je ne connaissais pas du tout le peuple des Sanka, ni la tradition du Kuchibelashi. Et en fait, ça me donne envie d'approfondir le sujet, de voir s'il n'y a pas d'autres histoires liées au Sanka et voilà, au Agalibito. Je verrai hein, si je peux pas vous faire un autre podcast dans les mois à venir. On verra. Voilà. En tout cas, j'espère que ces histoires vous ont plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, sur Discord, en message privé, sur le compte Instagram Japon Fais-moi Peur. N'oubliez pas de partager et de noter le podcast. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi Peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.